Bonsoir. Cette fois, je vous parle pour de vrai. Cette fois, on commence pour de vrai. Je me présente, je suis Stéphane Chex, je suis la directrice du Cœur des Sciences. Merci d'être venus en si grand nombre pour cette soirée sur la truffe. Je pense que c'est la 11e fois qu'on fait une conférence gourmande dans le cadre de Festival Montréal en Lumière. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, on a fait le chocolat, le fromage, on a fait les épices, on a fait les agrumes. Est-ce qu'il y en a? Levez la main, voir si si vous étiez présents à nos conférences gourmandes précédentes. Oui! Donc, j'en conclus que vous avez aimé ça et que vous êtes revenus et que ça va être encore un succès. Alors, avant de commencer, j'ai quelques consignes à vous transmettre. D'abord, évidemment, éteignez vos cellulaires. Des fois, on n'y pense pas encore. Hein? Nous vous avons remis une boîte de dégustation. Donc, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, mais je le redis. Pour le moment, vous n'y touchez pas. Nous allons vous donner les consignes au fur et à mesure et on va vous inviter à déguster les morceaux dans un certain ordre. Donc, suivez nos informations. Un petit avis pour les allergies. Il y a une des bouchées qui contient un fruit de mer. Donc, si jamais, faites-nous signe ou on vous dira laquelle. À la fin de la soirée aussi, nous vous demandons de ressortir exactement par là où vous êtes rentrés parce qu'on va récupérer les boîtes et trier les contenants. Comment ça va se passer ce soir? Nous allons avoir 3 présentations et nous aurons une période de questions à la fin. On va mettre un micro au milieu, donc vous aurez juste à vous lever et puis je distribuerai la parole. Évidemment, on vous demande des questions brèves et concises pour prendre le plus de monde possible. Après les consignes, c'est le temps des merci. Alors, merci au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie pour son soutien à notre programmation. Merci aussi à toute l'équipe du Cœur des Sciences qui s'affaire en coulisses. Alors, merci à la grande chef d'orchestre de la soirée, Catherine, et avec elle, Perrine, Coralie, Meredith, Jules, Émile, Antoine, Jason, Isaac, Victor, Gianni, et j'ai oublié un dernier prénom. Christian, voilà. Alors, je vous demande de les applaudir très fort. Ils ont beaucoup travaillé pour que tout soit, pour que vous passiez une très, très belle soirée. Maintenant, passons au vif du sujet. Ce soir, donc, nous allons recevoir 4 grandes ambassadrices de la truffe au Québec. Je vais vous les présenter au fur et à mesure. Mais pour ouvrir le bal, je vais demander à Véronique Cloutier de monter sur scène. Elle est spécialiste de la biologie des champignons. Elle est chargée de cours à l'Université de Trois-Rivières et à l'Université Laval. Elle est également fondatrice de l'entreprise de mycotourisme Druide Sylvestre qui initie les curieux de tous âges à la recherche de truffes. Alors, je vous laisse avec Véronique. Un grand. Oh. Merci. Un grand merci, Stéphane. Donc, moi, je suis là. Je parle pas comme il faut, hein? C'est bon? Je suis là pour vous parler des truffes sauvages. Donc, c'est ces truffes qui sont d'une grande valeur gastronomique, d'une grande valeur économique. Vous en avez autour de chez vous, probablement dans vos cours, dans les parcs que vous habitiez à Montréal, dans les parcs de Montréal ou en Abitibi, il y en a partout. Et je vais vous expliquer c'est quoi ces truffes-là, comment on les a trouvées et surtout comment vous pouvez les trouver. En théorie, je devrais, avoir une présentation qui commence. Donc, la truffe, c'est quoi? La truffe, c'est un champignon. Tous les champignons poussent sous le sol. Ce sont des ifs, un mycélium, c'est l'équivalent des racines des arbres. Quand ils veulent se reproduire, ils font le champignon à l'extérieur du sol qu'on cueille. C'est ça que nous, on appelle un champignon. Mais si vous avez remarqué, le champignon pousse toujours au même endroit parce qu'en dessous du sol, il est toujours là. La truffe, c'est un champignon que quand elle veut se reproduire, elle fait son champignon en dessous du sol. En plus d'être en dessous du sol, au lieu de fructifier à l'extérieur, elle fructifie à l'intérieur. Et ça ressemble à ça ici, une boule et les spores sont à l'intérieur. Par exemple, un peu comme les graines des fruits, les spores, ça permet aux champignons de se reproduire. Comment ça fonctionne? Les truffes, c'est des champignons qui ont une symbiose avec les arbres, donc ils s'associent avec les arbres avec leurs racines. Les arbres font de la photosynthèse, ils ont des sucres via la photosynthèse qui envoient aux champignons. C'est une association gagnant-gagnant. Et puis, le champignon, lui, est meilleur pour aller chercher des nutriments, pour protéger les arbres des envahisseurs, des pathogènes, et puis pour garder de l'eau.
Donc, il va y avoir des échanges comme ça, l'eau et le champignon ensemble pour s'entraider. Qui est-ce qui va disperser ces champignons-là? Hein? On a vu que le champignon, c'était une boule comme ça. Ses spores sont pris dedans. Encore pire que ça, le champignon est en dessous du sol. Donc, ce n'est pas le vent ou la pluie qui va disperser les spores de champignons, ça va être les animaux. Donc, ils ont une coévolution. Dans leur évolution, leur histoire évolutive, ils ont évolué ensemble. Une pomme, quand c'est prêt à faire disperser ses graines, ça devient rouge. C'est un message pour les disperseurs. La truffe, quand elle est prête à disperser ses spores, elle sent bon. Bon, elle sent fort. Pour nous, c'est bon. Pour d'autres animaux, ce n'est pas nécessairement bon. Et à peu près 50 des gens qui aiment les truffes ou pas. Donc, les animaux vont aller les déterrer. Ils vont arriver exactement au bon endroit. Par exemple, un écureuil volant, il a un odorat stéréoscopique. Il est dans un arbre, il sent la truffe, il se laisse planer exactement au bon endroit. Il déterre la truffe et il va la manger dans l'arbre parce que lui, il ne veut pas se faire prédater pendant qu'il mange la truffe. Donc, c'est un cercle vertueux. Il fait sa symbiose. Les animaux dispersent les spores dans leurs fesses, qui poussent, qui germent et qui vont refaire des symbioses comme ça. Dans tous les écosystèmes, il y a des champignons. Dans tous les écosystèmes, il y a des champignons qui sont souterrains, à quelques exceptions près. Si vous vous demandez où est-ce qu'il y a des truffes, c'est comme vous demandez où est-ce qu'il y a des arbres. À part des rares exceptions, presque tous les arbres ont leurs associations avec des champignons, dont des champignons qui fructifient souterrains, comme les truffes. Pourquoi est-ce qu'on avait de la misère à en trouver au Québec? Parce que là, bizarrement, je vous dis, il y en a partout. Puis peut-être qu'il y en a que c'est la première fois qu'ils en entendent parler, qu'il y en a au Québec. Y en a-tu que c'est la première fois en levant la main? Il y a quand même un bon pourcentage des gens. Donc, on vient d'en entendre parler, pourtant, il y en a toujours eu. Pourquoi? Quand on voulait les chercher, on les cherchait d'une manière des truffes connues. Les truffes connues venaient de l'Europe méditerranéenne en majorité. Et il y a beaucoup de différences entre les truffes de la Méditerranée et les nôtres. Bon, en Méditerranée, il y a un climat plus doux. Cet hiver, je vais avoir peut-être de la misère à vous convaincre, mais en général, en Méditerranée, il y a un climat plus doux. Et ils ont un couvert de neige qui est plus négligeable que le nôtre. Les truffes du milieu méditerranéen poussent en général avec les chênes, ceux qui sont connus, ceux qui sont exploités. Il y en a qui poussent avec les autres arbres, c'est certain. Les chênes ont un milieu qui est en général un petit peu plus alcalin que les sapins, par exemple, qu'on a au Québec. Nous, on a des truffes de tous les milieux, alcalins, acides, peu importe. Moi, je suis spécialisée dans les milieux plus acides, dans les sapinières. Donc, on savait qu'on avait des truffes au Québec, mais on ne savait pas comment les trouver. Il y en a partout dans la nature, mais là, comment on fait pour les trouver? On sait que la méthode européenne, ce n'est pas la bonne pour nous. Il faut une méthode faite au Québec. Mais là, on sait juste que ce n'est pas comme il faut, comme ce qu'on fait. On va essayer toutes les méthodes sans arrêt, jusqu'à temps que dans 150 ans, on va dire, ah, OK, ça, c'est la bonne méthode. Non, on va demander à nos experts. C'est qui nos experts au Québec? Les écureuils, exactement. Les micro-mammifères, les campagnols, les écureuils volants, tous les animaux qui sont habitués, qui ont une coévolution depuis des milliers d'années avec ces champignons-là. Fait qu'est-ce qu'on a fait pour trouver plus d'espèces? On a pris des bardeaux de cèdre, comme ça, des plaques de bois, où est-ce qu'on a mis de la nourriture. Il y a des graines dessus, parce qu'au début, je n'avais pas assez confiance en ma méthode. Finalement, on s'est rendu compte qu'ils mangent autour des graines. Ils ne veulent pas les graines, ils veulent la cire qui est sans danger pour les animaux, avec de l'huile de truffe dedans. Donc, ils mangent l'huile de truffe qui est autour, puis pendant qu'ils mangent ça, il n'y a pas d'ADN dans mon huile, ils font des crottes. Après, tout ce que j'ai à faire, c'est récupérer les crottes, faire 2 tests d'ADN. Le premier pour savoir quel animal a fait la crotte, puis le deuxième pour savoir c'est quoi tous les champignons qu'il a mangés. Puis comme ça, on trouve nos espèces au Québec. Merci, merci. Avant que je fasse des recherches, on savait déjà qu'on avait des truffes au Québec. Je ne suis pas la première à en avoir trouvé quand même. Il y en a 4 qu'on connaissait. La truffe des Appalaches, je ne vous en parle pas beaucoup parce que tantôt, dans la truffe de trufficulture, on va vous en parler beaucoup. C'est une de nos étoiles du Québec. On a la Pecan Truffle. Elle n'a pas de nom français encore parce qu'on ne l'exploite pas beaucoup encore au Québec. C'est une truffe qui a un grand intérêt économique et gastronomique qu'on a au Québec. On a Tuber maculatum, c'est un nom latin. Pas encore personne qui a donné de nom français ni anglais, tellement on ne travaille pas encore beaucoup avec nos truffes au Québec. Je suis sûre que ça s'en vient. Et puis la truffe blanche de l'Oregon qui vaut une fortune. Donc, on savait qu'on avait ces 4 truffes-là ici.
Puis là, souvent, quand je fais des présentations, des gens qui disent « Ah ouais, OK, il y avait beaucoup de truffes, mais je te gage que c'est des mini-truffes, pour ça qu'on n'en entend pas parler. » Donc, je vous en montre une ici qui est très grosse. Ici, c'est un ancien 1 sou. Là, s'il y en a des trop jeunes dans la salle qui n'ont jamais vu d'un sou, je suis désolée. Avant, on avait des 1 sou. Puis la truffe ici, par rapport au 1 sou, vous voyez à quel point elle est grosse. Elle est déposée au fungarium. Un fungarium, c'est comme un herbier, mais pour champignons, de Montréal. Après mes études, on a trouvé quelques autres spécimens. C'est juste pour vous dire à quel point on en découvre en ce moment. Donc, on a trouvé la truffe noire de l'Oregon. C'est une truffe qui nous vaut une fortune. On a cherché à 4 endroits. On a cherché dans Charlevoix, au parc des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. On a cherché à Québec, dans la forêt Montmorency. Dans les Laurentides, dans 3 zones d'exploitation contrôlées. Et en Abitibi, dans la forêt du lac du Parquet. On l'a trouvée à un seul endroit. Donc, elle n'est pas courante, mais étant donné qu'elle vaut une fortune, ça vaut la peine de la chercher. On l'a trouvé à la forêt Montmorency, consommé par un campagnol Adourou de Guapeur à la mi-août. Donc, s'il y en a qui ont l'âme des chercheurs, ça me fait plaisir de vous donner le point GPS si vous avez envie d'en chercher. Je l'offre à toutes les conférences. On en a aussi trouvé, par exemple, Tuber pacificum, c'est une espèce du Pacifique, mais je n'ai pas de photo tellement qu'elle est rare dans le Pacifique. Et nous, dans une première petite étude, on l'a trouvé à 2 endroits, encore mangé par le campagnol Adourou de Guapeur, de la mi-septembre à la fin octobre. Et puis, la plus grosse équipe de mycologues, de gens qui étudient les champignons souterrains au monde, est en Oregon. C'est eux qui l'ont trouvé en Oregon. Et ils n'en ont tellement pas trouvé qu'ils n'ont même pas pris une photo. Ils en ont trouvé 3 spécimens, je pense. Donc, c'est possible que ce soit une de nos espèces qu'on a retrouvée dans l'Ouest après que quelqu'un l'ait implantée sans faire exprès en plantant un arbre, par exemple. Elle va quand même toujours s'appeler Tuber pacificum. On ne peut plus changer de nom une fois qu'il est fait. Et puis, j'ai des informations intéressantes sur elle, mais peut-être à la période des questions, si vous avez retenu ce nom-là, je vais vous les dire. Après ça, il y en a une qu'on a nommée. On a trouvé qu'elle n'était pas connue, elle ressemblait à rien par rapport à la microscopie, les spores, la macroscopie, qu'est-ce qu'elle ressemble dans la vraie vie et par l'ADN. Donc, on l'a nommée Tuber pichei en l'honneur de mon directeur de recherche à l'époque. Et on pense que c'est une truffe peut-être de printemps parce que la majorité de ses spores, à la fin de l'automne, n'étaient pas mûres. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas du Québec. On ne connaît pas encore nos truffes de printemps du tout. On ne connaît que nos truffes d'automne. Et on en a trouvé d'autres qu'on n'a pas, on a trouvé que de l'ADN, donc on n'a pas pu les décrire. Fait que je passe ça vite, mais c'est pour vous dire à quel point on trouve beaucoup de nouvelles espèces en ce moment. Si vous vous mettez à en chercher, vous allez sûrement trouver des nouvelles espèces. Et j'en vois dans la salle qui ont trouvé des nouvelles espèces. Je vais vous en parler dans pas long. Ici, on a trouvé une lilas qui est superbe. C'est une truffe connue, mais une variété lilas qu'on ne connaissait pas. On l'a trouvée à Trois-Rivières et dans le centre du Québec. Et là, je vous donne des nouvelles récentes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça bouillonne en ce moment dans le monde de la truffe? En 2022, il y a des gens qui m'écrivaient de partout comme quoi qu'ils avaient trouvé des truffes. Il y en avait même de Colchester en Nouvelle-Écosse. On a fait 40 tests ADN. Mais j'ai quelque chose d'encore plus impressionnant à vous présenter. Qu'est-ce que vous pensez qui peut être plus impressionnant que ça? En 2022, un des plus grands trouveurs de truffes avait 11 ans. Et si ça vous intéresse, très dernièrement, il y a eu un reportage de la Semaine verte sur Élie. Aujourd'hui, il est rendu à 13 ans. Et Élie m'a contacté pour que je fasse un test d'ADN. J'ai dit, mon pauvre Élie, ça va détruire ta truffe. Il dit, c'est pas grave, j'en ai des centaines. On a Isabelle Pouliot qui est dans la salle aujourd'hui. Si elle a envie, elle peut se lever pour qu'on l'applaudisse. Isabelle a participé à des sorties de Kamouraska à Brossard. Et pour vous donner une idée de sa motivation, c'est à 2h20 de route. C'est elle qui a trouvé les plus grosses truffes du Québec que moi j'ai vues. Il y en a eu une autre, il y en a eu beaucoup d'autres que je vous ai montrées tantôt, mais que moi j'ai vu que de mes participantes, c'est les plus grosses. C'est quand même des grosses truffes qu'elle a trouvées. Après ça, on a fait une sortie scientifique au Témiscamingue avec les Algonquins. Et c'est là qu'on a trouvé la plus grande quantité de truffes que moi, j'avais vues dans ma carrière. Donc, j'ai été formée en Oregon avec des spécialistes. Pendant que j'étais formée, on en trouvait beaucoup. Et avec cette belle équipe-là, on a trouvé encore plus. C'est la fois de ma vie que j'ai vu le plus de truffes dans une journée.
Et il y en a eu un reportage de Radio-Canada si ça vous intéresse. En 2023, il y a Isabelle qu'on a vue tantôt qui a trouvé la truffe Tuber rugosum. Elle avait été décrite et nommée par un chercheur des États-Unis la même année. On a pu savoir ce qu'elle avait trouvé parce qu'elle venait juste d'être décrite. Et j'ai quelqu'un qui m'a trouvé, il y a Clovis Kebel qui m'a trouvé Rhizopogon Alex Smithy. Je dis qu'il m'a trouvé, il l'a trouvé, mais il me l'a envoyé. Qui est une espèce vulnérable. Donc, il a trouvé une espèce vulnérable, c'est quelque chose de très intéressant. Bon, au Canada et au Québec, on ne protège pas nos champignons encore, mais c'est le fun de les connaître quand même. Et on en parle de plus en plus dans tous les médias. Entre autres, ici, il y a un jeune de 16 ans de Saint-Bruno qui a trouvé des truffes en faisant son jardin. Donc, parce que vous êtes plus de gens qui savent que ça existe, quand vous creusez, que vous trouvez quelque chose, au lieu de penser que c'est une motte de terre, vous allez être encouragé à aller couper, regarder, est-ce que c'est une truffe, envoyer des photos, faire des tests d'ADN. Et ça s'appelle de la science citoyenne. C'est comme ça qu'on sait les espèces qu'on a au Québec. On n'est vraiment pas assez de chercheurs au Québec là-dessus, je vous le confirme. Donc, on a besoin de vous. Donc, il y a un article dans Le Devoir en 2023, la Semaine verte, celle qui parle du genêli. Et pourquoi vous voyez de plus en plus de truffes? Bien, il y a plusieurs raisons, mais une de ces raisons, c'est que dans l'Europe méditerranéenne, où est-ce qu'on trouvait les truffes avant, où est-ce qu'on vendait, on connaissait nos truffes et on les vendait dans le monde entier, il y a un gros déclin à cause des changements climatiques. Donc là, les pays se battent pour être la prochaine Méditerranée. Puis au Québec, bien, on est un petit peu après l'Oregon, mais on est quand même dans la course. Là, c'est un faux résumé, je n'ai pas encore fini. Mais en résumé, jusqu'à date, il y a beaucoup de grosses truffes sauvages au Québec. On en découvre en ce moment des nouvelles espèces. Élie, c'était une nouvelle espèce qu'il avait découvert. Et c'est le momentum pour s'y intéresser maintenant. C'est pour ça, entre autres, que vous en voyez beaucoup dans les médias. On va pouvoir retourner au point GPS qu'on a trouvé, chercher les truffes, ceux qu'on a trouvés que par ADN, par exemple, les faire goûter par nos experts, les espèces connues, on ne veut pas intoxiquer personne, et dresser des chiens ou des cochons, idéalement des chiens, pour une nouvelle industrie québécoise de récolte sauvage, de mycotourisme et de gastronomie. Donc, je n'ai pas le temps de vous dire pourquoi c'est mieux des chiens que des cochons, mais d'un coup que ça arriverait dans la période de questions, ça va me faire plaisir de vous l'expliquer. On peut aussi regarder les paramètres dans lesquels poussent nos truffes sauvages pour les transmettre, pour faire de la trufficulture, pour avoir toujours un meilleur substrat de plus en plus précis par rapport à chaque espèce. Et puis développer notre culture, puis être dans la course pour... Il reste 5 minutes? 5 minutes, parfait. Il y a 2 universités qui cherchent, puis on a des bonnes subventions, on avance. Maintenant, les 5 dernières minutes sont vouées à vous expliquer comment vous allez trouver des truffes. Je ne peux pas vous demander de faire de la science citoyenne si je ne vous explique pas comment faire. Ça coûte rien presque chercher des truffes. Ça peut vous rapporter gros, ça ne coûte presque rien. Ça vous coûte une gratte de jardin de moins de 5 $. Une petite griffe à 3 dents comme ça. Là, vous allez acheter votre petite griffe où vous l'avez déjà. Vous allez chercher un arbre, première chose. Comme quand même une mission assez facile à trouver. Sinon, si vous voulez, vous pouvez utiliser un chien ou un porc, on en reparlera peut-être tantôt. Le chien officiel pour trouver des truffes, c'est le chien d'eau romagnol. Ceci dit, n'importe quel chien qui a du nez peut trouver des truffes. Le mien, c'est un mélange labrador-boxeur. C'est sûr qu'idéalement, pas un pug. Elle ne veut pas que je mette la vidéo, je n'ai pas le temps, pareil, c'est correct. Donc, on a, m'a dit ici, un chien truffier qui a été dressé en moins d'1 mois pour trouver des truffes. Ici, il y a 3 odeurs de truffes. Il y en a une, c'est une saucisse, une que c'est de la nourriture, puis une que c'est de la truffe. Et le chien, en quelques secondes, trouve la truffe. C'est Mélanie qui a fait ça, qui est une excellente dresseuse de chiens, mais qui n'a pas envie de chercher des truffes, elle voulait juste me narguer. Donc, quel arbre est-ce que vous allez chercher? Vous allez chercher presque n'importe quel arbre, sauf des érables. Pas d'érables. Les érables font des associations. Vous vous rappelez, tantôt, je parlais de symbiose. Bien, c'est avec des champignons microscopiques. Les truffes ne sont pas microscopiques. Donc, vous pouvez chercher n'importe quel arbre, mais pas des érables. Donc, de bons choix sont des chênes, des noisetiers, des tilleuls, des charmes. On a le charme de Caroline. Ici, je vous ai mis des images pour le reconnaître. Des peupliers, sapins, pins et épinettes. Vous allez chercher à partir du tronc jusqu'à la fin des branches et des feuilles. Des fois, il y en a plus loin, mais vous diminuez vos chances.
Fait que vaut mieux chercher à cette distance-là. Là, j'en vois qui prennent des notes. Si vous m'écrivez à la fin, je vous envoie la présentation avec plaisir. Mais là, si vous allez dans une forêt, chercher des arbres, ce ne sera pas le défi du siècle. Vous n'êtes pas plus avancé, vous rentrez dans la forêt, dites, mais oui, mais là, les arbres se touchent, je cherche où? Voici un indice de plus. Les micro-mammifères, vous vous rappelez ça aussi, je vous ai dit, il y a une coévolution avec les animaux. Ils font des trous. Donc, on cherche des trous à peu près gros comme un 2 $, un petit peu plus gros. Quand il y en a plusieurs, un à côté de l'autre, l'animal ne s'est pas fait des tunnels pour pouvoir avancer de 2 pouces à 2 pouces. Il est allé soit porter quelque chose ou chercher quelque chose. S'il est allé porter quelque chose, vous allez trouver des glands de chêne, des cônes, des cocottes. Et s'il est allé chercher quelque chose, là, vous allez trouver des champignons souterrains qui peuvent ou pas être des truffes. Un autre truc, c'est près des troncs d'arbres tombés, parce qu'il y a de l'humidité, ça l'aide, surtout dans une année normale ou sèche. Une année très humide, c'est moins pertinent. On creuse sur une dizaine de centimètres. Ça, c'est les connaissances qu'on a d'Europe. Au Québec, la vérité, c'est qu'on ne sait pas. Fait n'hésitez pas à faire vos propres expériences. Et la technique est simple comme ça. Vous prenez votre gratte à 3 dents. Par exemple, s'il y a le trou de micro-mammifère ici, je défais le trou, c'est pas grave, l'animal, il va s'en refaire un, puis de toute façon, il ne voudrait peut-être pas y retourner s'il allait juste été chercher quelque chose. Vous grattez, vous regardez toute la terre, petit morceau par petit morceau que vous avez sorti. Après, vous la remettez en la regardant autant. Moi, j'en trouve plus quand je la remets. Quand on enlève, on voit les truffes pâles. Quand on remet, on voit les truffes foncées. Quand vous lavez, vous pesez dessus, il faut que ça soit plus solide que du sable, moins que de la roche et que ça ne sente pas de la gomme de sapin. Si ça sent la gomme de sapin, c'est de la gomme de sapin. Et en général, ça fructifie avec la saison des pluies à l'automne. Et on en aurait du printemps, mais la première personne qui va en trouver au Québec, bien, partout où est-ce qu'il y en a d'automne, il y en a de printemps. C'est juste qu'au Québec, personne n'en a encore cherché. Voilà, si jamais vous voulez chercher avec moi, il y a mon entreprise Druide Sylvestre sur Internet et je vous mets mes coordonnées pour si vous voulez recevoir la présentation. Merci beaucoup, Véronique. Alors maintenant, je vais demander à Maude et Sophie de monter sur scène. Maude Lemire-Como, elle est biologiste, elle est présidente et copropriétaire de Truffes Québec. Truffes Québec, c'est une entreprise dédiée à la production, à la distribution et à la mise en valeur de la truffe du Québec. Elle est également cofondatrice de Les Truffettes avec Sophie Deveau, qui est, en plus d'être cofondatrice des Truffettes, est entrepreneure et horticultrice. À vous. Merci beaucoup. Félicitations, Véronique, pour ta présentation. C'est inestimable la chance qu'on a au Québec d'avoir une doctorante en truffes. Pour nous, c'est chez Truffes Québec, puis tous les producteurs de truffes, c'est une ressource inestimable. Donc, c'est vraiment intéressant de voir, ça contribue vraiment à l'essor des connaissances dans ce domaine-là. Donc, merci beaucoup, Stéphane, pour la présentation. Moi, c'est Maude, copropriétaire chez Truffes Québec. Comme mentionné, nous, chez Truffes Québec, on valorise vraiment la trufficulture, c'est-à-dire qu'on a l'occasion de fabriquer des arbres qui vont faire pousser de la truffe. Pourquoi? Bien, là, on va arriver dans l'expérience sensorielle là, dans quelques instants, là, fait que je vous fais patienter quelques minutes. Mais vous savez, bon, comme Véronique l'a dit, la truffe, c'est un champignon symbiotique en symbiose avec son arbre, mais qui a vraiment un parfum addictif envoûtant depuis la nuit des temps. C'est vraiment un champignon qui est très rare à trouver, malgré qu'on a quelques trucs là, maintenant, mais c'est quand même une chance quand quelqu'un réussit à en trouver. Et puis, c'est un champignon qui prend quand même 7 à 10 ans à fructifier sous les racines d'un arbre. Donc, quand on travaille en trufficulture pour développer nos arbres truffiers et les mettre en champ, nos producteurs sont très patients parce que c'est des projets sur du long terme, 7, 10, 12 ans avant de voir les premières truffes. Il faut savoir aussi que c'est des champignons qui se vendent entre 1500, 3000, 5000 $ le kilo. Donc, mais en même temps, ce n'est pas des champignons ça prend nécessairement des tonnes de copies là, pour aromatiser un plat. Moi, je me demandais tantôt, je n'ai pas vu, là, quand Véronique a posé la question, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui savaient qu'il y avait des truffes indigènes au Québec, qui poussaient là, au Québec, là, dans nos forêts? Ah, quand même, on a un public averti, c'est le fun. Puis est-ce que vous saviez qu'on pouvait mettre en culture ces truffes-là? OK, parfait, c'est bon.
Donc, chez Truffes Québec, c'est vraiment notre objectif. On souhaite revaloriser la forêt, revaloriser des terres. Souvent, nos producteurs, quand ils ont des projets truffiers, leur objectif, c'est de prendre des bouts de terre qui étaient en friche, des sols appauvris, des sols qui étaient pas qui ont été à l'abandon et les revalorise pour faire des beaux projets truffiers. Souvent, ça va servir de haie brise-vent. Ça va servir aussi pour vraiment revaloriser un projet. C'est souvent nos producteurs ont vraiment la mission d'avoir un legs pour les générations futures aussi. C'est souvent des projets familiaux, c'est de toute beauté. Fait que nous, on a beaucoup, beaucoup de plaisir à accompagner les producteurs de truffes dans ce beau projet-là, sachant qu'il y a aussi des retombées qui sont économiques, environnementales. Donc, contrairement à ce qui se fait partout dans le monde, pour nous, c'est super important de faire de la trufficulture avec des truffes indigènes. Quand on regarde aux États-Unis, en Australie, plusieurs endroits ailleurs dans le monde, ils veulent tous recopier le modèle européen. Donc, ils veulent faire de la truffe noire, la Melanosporum, que tout le monde connaît. Donc, mais nous, c'est vraiment, on a découvert là, il y a quelques années qu'il y avait des truffes indigènes, puis c'est vraiment ça qu'on souhaite mettre de l'avant parce qu'il y a un potentiel culinaire super intéressant. Donc, vous voyez ici les photos. On a des projets qui sont vraiment en culture de type agricole, puis on a des projets qui sont plus de type forestier. Puis il y a même des gens qui se sont installés des truffières autour de leur maison, de la toute beauté. On travaille avec des noisetiers, des chênes, des conifères. On est rendu à plus de 70 producteurs, 75 000 arbres truffiers d'implanter. C'est sûr que d'ici 2-3 ans, parce que ça fait déjà quand même 7-8 ans là, qu'on roule là, comme ça, puis d'ici 2-3 ans, on pense bien avoir un volume intéressant pour fournir quelques restaurateurs chanceux au Québec. On a quand même une bonne liste d'attente là, pour avoir de la truffe fraîche, mais là, en attendant, on a travaillé sur quelque chose qui permet aux gens, à tout le monde, de pouvoir goûter à la fameuse truffe des Appalaches. Puis, c'est là que je vais passer la parole à Sophie pour qu'elle puisse un peu vous faire goûter tout ça. Alors, merci Maude. Alors, pour la prochaine diapositive, donc c'est la section, je dirais, plus sensorielle ou le fun. Là. C'est là où est-ce que vous avez toutes vos belles petites boîtes, là, 2 que vous avez gardées bien droites pour pas qu'il y ait rien qui tombe sur vos genoux. Où est-ce qu'on va goûter, là, en fait, la truffe? Donc, au niveau des truffettes, ce qu'il y a à savoir, c'est qu'on est le pouvoir de la transformation alimentaire de la truffe. Parce que oui, comme disait Maude, les plus belles truffes vont se retrouver sur les belles tables des grands restaurants au Québec, mais il va y avoir beaucoup de truffes qui vont avoir besoin d'un conditionnement, d'être transformées pour être revalorisées pour que ce soit une économie où est-ce qu'on perde pas de ce beau petit champignon-là, même s'il est un petit peu poqué, même s'il en manque un petit peu ou qu'il n'est pas aussi beau là, qu'on le voudrait pour le vendre frais. Donc, avec les truffettes, on est en train de développer cette expertise-là. Puis, à la prochaine diapositive, merci. La première truffe qu'on a décidé de transformer, c'est la truffe des Appalaches que Véronique a parlé tantôt. C'est la reine des forêts québécoises. Puis pourquoi? C'est parce que son arôme est très envoûtant. Ressemble aussi aux truffes, si vous avez eu la chance de goûter aux truffes européennes, a le même goût, je dirais, addictif qu'on connaît des caractéristiques des truffes. Donc, ce qui est important de savoir de la truffe des Appalaches, contrairement aux truffes européennes, c'est que c'est une truffe couleur cannelle. Puis on dit qu'elle a plusieurs personnalités parce que son arôme, son goût change du moment où on l'accueille jusqu'à son apogée ou à sa maturité. Donc, au départ, elle est très racinaire, végétale, même épicée. Puis quand elle mature, en fait, c'est comme un bon vin, ça devient rond, charnu, lactaire. Puis il y a des saveurs de l'umami qui font que la prochaine bouchée est meilleure que la dernière. Puis ça, on se rappelle avec la conférence de Véronique, ça fait vraiment partie de l'ADN de la truffe. La truffe, son moyen de survie, c'est que nous ou un mammifère la mange pour se reproduire. Donc, le fait qu'elle laisse cette empreinte émotionnelle, gustative et olfactive dans notre cerveau, c'est pas pour rien, parce qu'elle, elle veut survivre puis elle veut se reproduire. Donc, c'est ça qu'on a essayé de recréer. Et là, je pourrais vous en parler pendant très longtemps, mais un goût vaut 1000 mots. Donc, on serait rendu à la première dégustation. C'est là que je vais vous demander d'ouvrir vos boîtes, puis on va essayer de faire ça là, le plus simple possible. En ouvrant vos boîtes, vous allez découvrir que vous avez plusieurs petites bouchées.
Là, il va falloir me suivre là, pour vous faire voyager olfactivement de la bonne façon. Vous avez en haut, à votre gauche, un petit, je vais dire, contenant de plastique qui n'a pas de couvert. Peut-être le prendre dans votre main. Puis, oui, c'est exactement celui-là, monsieur. Oui, exactement. Puis celui-là, c'est la première chose que je vous demanderais de faire, c'est justement de le sentir avant de le goûter. Puis là, on le fait comme un bon vin, là. On le sent. On peut y goûter juste un petit peu pour changer le pH de sa bouche. Je sais que vous n'en avez pas beaucoup, là, mais c'est pas grave, on en a en arrière après. Et après ça, vous pouvez continuer de le goûter. Il y a peut-être un petit morceau de pain. Si vous trouvez ça un petit peu hardcore, là, de boire de l'huile de truffe, vous pouvez prendre le petit morceau de pain pour y goûter. Je ne sais pas à quoi ça vous fait, les mots là, qui vous viennent. Aimez-vous ça? Si vous avez un mot là, qui vous vient de qu'est-ce que ça goûte, qu'est-ce que ça... Le cacao, OK, oui. L'ail. La noisette, j'ai entendu? Oui. Aimez-vous ça? Ouais, yeah. Le café aussi, exact. Fait que ça, c'est votre truffe des Appalaches que vous goûtez. C'est le goût de la truffe des Appalaches. Donc, vous avez de quoi être fiers, là, c'est votre truffe. C'est cool, hein? Puis, en fait, donc, si on passe à la prochaine diapositive, nous, ce qu'on aime dire, c'est que ce que vous goûtez présentement, c'est une révolution culinaire québécoise. Puis, pourquoi c'est une révolution culinaire? Avant de vous l'expliquer, je vais vous la faire goûter, cette révolution-là. Fait que là, si vous avez terminé votre petit cup, le premier là, qu'on a goûté, juste de le redéposer dans votre boîte. Puis là, vous devriez avoir un autre petit cup avec un couvercle en plastique. Donc, juste celui-là, exactement. Là, je vais vous demander de l'ouvrir et de le sentir avant de le goûter. On fait la même technique. Qu'est-ce que ça sent, là? Avant de le goûter, là, ça sent l'agrume, l'ail. OK, goûtez-y maintenant. OK. Comment vous trouvez ça? Puis vous avez le droit là, de me dire ce que vous en pensez, là. Épicé, c'est fort, c'est poivré. Attends, c'est trop fort, oui. Y a-t-il d'autres mots qui vous viennent à l'esprit? Ah, il y a un petit visage ici qui dit « Ah, j'aime pas ça! Hein? » Dans la bouche, hein? Et là, n'hésitez pas, si vous voulez vous changer le goût, on a mis un petit craquelin complètement à votre droite pour vous changer le goût. Là. Ceux qui n'aiment pas ça, là, je vois des petites faces là, qui sont « Oh, qu'est-ce que tu nous fais goûter là, ma Sophie? » Oui, je sais, là, je ne suis plus votre Sophie. Là. Donc là, ce que vous avez goûté comme différence, en fait, c'est la différence entre une huile de truffe du Québec, la première, puis la deuxième, c'est l'huile de truffe que vous pouvez retrouver à l'épicerie qui vient d'importation. La différence entre ces deux huiles-là, puis nous, là, ça a été une grande surprise, c'est que la différence entre ces deux huiles-là, c'est que l'arôme n'a pas la même source. L'arôme de la majorité des produits, s'il n'est pas mentionné naturel sur votre bouteille d'huile de truffe, c'est que l'arôme, c'est un arôme artificiel. Il vient de produits synthétisés, puis nous, on a un petit background scientifique, là, fait qu'on aime bien regarder la provenance des molécules. Puis, c'est souvent un dérivé de pétrole. Donc, le goût un petit peu acidulé, là, j'en voyais là, qui disait « Ah, c'est fort ici! » Bien, ça vient chercher ce goût-là. Puis nous, bien, étant Truffe Québec aussi, faisant de la production de truffes, on se disait, ça n'a pas d'allure de faire de la production de truffes biologiques, d'inciter les gens à ne pas mettre de pesticides, d'avoir des pratiques culturelles, écologiques, environnementales responsables. Puis quand on fait de la transformation alimentaire, on prend un arôme artificiel. Pour nous, ça ne faisait pas de sens. Puis en même temps, là, je vais vous dire le secret de la caramilk là, avec la truffe. C'est que la truffe, ça dure vraiment 2 semaines, le goût, ou le temps qu'elle est fraîche.
Dès qu'on la transforme, qu'on la lyophilise, qu'on la déshydrate, qu'on la sèche, elle perd le microbiome qu'on appelle, donc toutes les petites molécules sur le champignon, puis elle perd son odeur. Donc, c'est encore de la matière, c'est encore de la truffe. Mais pour avoir cet arôme-là, le goût envoûtant que vous avez, tous les produits de transformation de truffe ont un arôme. Donc, nous, quand on est arrivé dans nos idées roses et bleues avec des licornes, on va faire la tapenade de truffe, ça va être exquis, ça va être tellement bon. Bien, ça goûtait rien, nous autres aussi, après 2 semaines. Donc, il fallait développer un arôme. Mais nous, on voulait un arôme de plante, un arôme qui vient du sol, un arôme qui rend hommage exactement à la truffe des Appalaches. Fait, comment on fait ça? Bien là, nous, on a fait ce qu'on appelle l'ingénierie inverse ou du reverse engineering. Donc, on a travaillé, en fait, si on change à la prochaine diapositive, c'est pas bien compliqué, là, mais on a travaillé avec notre truffe fraîche, on a travaillé avec le département de chimie alimentaire de l'Université Laval, avec des parfumiers, avec des nez professionnels, avec des sommeliers, des aromaticiens, pour trouver le bouquet de la truffe des Appalaches. Qu'est-ce qui fait que ça sent la truffe des Appalaches? Puis les retrouver, ces composés volatiles-là, dans la nature, dans d'autres plantes. Pour faire, puis on est quand même très fiers, Maud et moi, de dire de la contrefaçon. Donc, on a recréé en tout point de vue l'odeur de cette truffe des Appalaches-là, à ce niveau, à un point tel que tous ces experts-là, qui ont vraiment un meilleur nez que le nôtre, ne voyaient pas la différence entre une truffe fraîche à son apogée, la truffe des Appalaches, et l'arôme. Et c'est ce qu'on a mis dans la première huile à saveur de truffe des Appalaches du Québec. C'est cet arôme tout à fait naturel. Voilà. Merci. Donc là, contrairement au secret de la caramilk, celui-là, on veut que vous le partagiez. Parce que nous, pourquoi on a développé cette huile à saveur de truffe des Appalaches? C'est pour que tout Québécois sache qu'il y a de la truffe au Québec, qu'ils sachent qu'est-ce que ça goûte, qu'on ait la fierté, en fait, d'avoir ce petit champignon-là si précieux dans nos forêts, quand nos forêts se tiennent debout, qu'on ne les voit pas par 2, par 4, puis qu'on puisse avoir une trufficulture responsable qui bénéficie autant le trufficulteur que l'épicurien en nous, puis qu'on puisse être fier de ce petit champignon-là qui fait partie, en fait, de notre ADN comme Québécois. Alors, partagez le secret de la caramilk. Voilà. Merci. Alors, dernière présentation avant la période de questions. Alors, nous accueillons maintenant Isabelle Dupuis. Elle est chef copropriétaire de la microbrasserie Le Presbytère de Saint-Stanislas en Mauricie. Elle travaille à mettre en valeur les produits régionaux et s'intéresse plus particulièrement aux comestibles forestiers. Elle collectionne les prix. Elle a été gagnante du concours MICO Rendez-vous de la gastronomie forestière en 2018 et en 2023. Elle a été finaliste au prix Restaurateur Aliments du Québec au menu en 2022 et 2023. Et hier, elle a reçu encore un prix de la mise en valeur des produits marins du Québec. Alors, surveillez ce qu'elle va vous dire. Et je pense que vous allez aimer les bouchées qu'elle vous a concoctées. Alors, Isabelle, c'est à toi. Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Stéphane, pour la présentation. Moi, je vous avoue, d'emblée, là, je suis plus à l'aise devant mon poêle que sur un stage à faire une présentation au micro, là. Donc, je vous remercie à l'avance de votre indulgence. Puis, dans le fond, c'est ça, je vous remercie beaucoup de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Surtout qu'à la base, il faut que je mentionne que moi, je suis chef. Oui, mais je n'ai pas une formation de chef. Là. Je suis chef autodidacte. J'ai une formation comme enseignante, puis j'ai étudié les beaux-arts. Donc, c'est drôle comment la vie peut nous amener. Je vais citer la mère de Forrest Gump. Pour ceux qui ont vu, est-ce que quelqu'un a vu le film déjà, Forrest Gump? Bon, ben, la mère de Forrest Gump disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat.
Puis, en l'occurrence, aujourd'hui, on pourrait dire peut-être de truffes. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Puis, juste pour me présenter brièvement, là, parce que dans le fond, ce n'est pas moi qui est le sujet de la conférence aujourd'hui. On est situé à Saint-Stanislas, c'est la microbrasserie Le Presbytère. Puis, on a débuté avec mon conjoint Francis, qui est à l'avant, qui est copropriétaire de la microbrasserie avec moi. On a débuté dans le domaine de l'alimentation en 1998 en prenant la relève d'un service de traiteur qui appartenait à sa mère. On a ouvert notre premier petit restaurant, toujours à Saint-Stanislas, un petit village de 1000 âmes. On a ouvert notre premier restaurant en 2002. À cette époque-là, on travaillait surtout c'était un menu style déjeuner avec quand même de la nourriture, de comfort food. Mais moi, je viens d'une famille qui est quand même épicurienne. Puis les fins de semaine, je m'amusais à sortir des sentiers battus. Je suis native de Montréal, puis mes parents étaient épicuriens. Donc, j'amenais un petit côté de la cuisine internationale, des mets qu'on ne rencontrait pas partout, en tout cas pas en campagne dans notre coin, là, quand on remonte à au-dessus d'une vingtaine d'années. Ça l'a changé lorsqu'on a acheté la microbrasserie. Dans le fond, on a déménagé notre premier restaurant en 2016. On a fait l'acquisition du presbytère de notre village. Puis, dans le fond, là, je vous présente un peu l'intérieur. C'est une bâtisse qui est majestueuse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a appelé la microbrasserie Le Presbytère, parce qu'on se disait qu'un établissement comme ça, on ne pouvait pas nécessairement changer le nom. C'est une construction qui date de 1872. Donc, on s'est dit, le presbytère, on va lui garder sa personnalité. Lorsqu'on a justement déménagé notre installation dans le presbytère en 2016, j'ai eu l'opportunité de participer à un concours en 2018, puis c'est ça qui a vraiment changé la vocation, puis notre façon de voir. J'ai gagné le concours MICO, Rendez-vous de la gastronomie forestière, qui se déroule en octobre, qui est organisé par la filière mycologique de la Mauricie. Puis, il y a eu tellement de belle publicité de relier à ce concours-là. Dans le fond, je me suis mérité un concours, un voyage en Espagne, où j'ai pu partager la scène avec des chefs étoilés Michelin. J'ai suivi d'ailleurs des stages en restauration là-bas. J'étais avec une délégation. L'idée du voyage, c'est que j'accompagnais une délégation de gens dans le but d'aller chercher l'information en Espagne, qui s'est retombée de 90 millions environ là, pour une petite région qui s'appelle Soria. Puis, on allait s'inspirer là-bas de leur façon de fonctionner pour amener le mycotourisme en Mauricie. Il y a 2 grosses régions au Québec, Kamouraska, puis la Mauricie, là, qui travaille fort là, pour ça. Donc, ça a été ma première rencontre avec la truffe. Donc, je n'avais jamais mangé de truffe. Puis, j'ai eu l'occasion d'aller visiter une compagnie, dans le fond, qui fait la sélection de truffes. Puis, ça a été mon premier coup de cœur, je pourrais dire. C'est quand même un arôme qu'on n'oublie pas si facilement, là. Donc, c'est avec l'équipe de la délégation. Puis, lorsque je suis revenue, ça a été vraiment le fait d'être parti là-bas avec les réseaux sociaux, puis la filière mycologique qui faisait quand même beaucoup de publicité pour promouvoir le voyage, puis, comme je vous disais, le mycotourisme. Dans le fond, j'ai saisi l'opportunité de dire, OK, on change un peu notre façon de fonctionner. Ça va être les produits locaux qui vont prendre beaucoup d'importance. Puis, on travaille beaucoup maintenant avec les produits régionaux, les champignons, les comestibles forestiers, tout ce qui est provenance du Québec. Puis, j'ai eu la chance, au printemps passé, de rencontrer les Truffettes, qui sont venus me présenter leur huile de truffe. Puis, c'était un coup de cœur, je pense, réciproque. Depuis ce temps-là, j'essaie le plus possible de faire découvrir le produit, que je sois dans les différents événements. J'anime pas des conférences, par exemple, là, mais des fois, comme je suis encore traiteur, donc quand j'ai l'opportunité de me rendre dans des places, j'aime pouvoir la faire découvrir. Puis, il y a eu encore cette année le concours MICO qui en est à sa 8e édition. Puis, j'ai eu la chance de le remporter pour la 2e fois cette année. Les Truffettes faisaient partie des personnes qui nous fournissaient l'huile de truffe. Puis on avait comme mandat de présenter une bouchée dans une trilogie de tapas. Donc, on présentait au moins une bouchée qui mettait en vedette l'huile de truffe. Donc, c'est un mets maintenant qu'on a à notre carte en tout temps, là. Dans le fond, c'est des takoyaki faits à partir de bucsin sur lequel il y a un espuma de truffe puis une mayonnaise aussi de truffe.
On a eu la chance aussi de recevoir, je ne sais pas si quelqu'un dans la salle connaît Tommy Dion, qui écrit dans le Journal de Montréal, le cuisinomane. Donc, il a fait une apparition chez nous, puis je lui ai présenté le produit, il a vraiment adoré. C'est des plats, justement, qu'on fait chez nous. Notre famille, nos 3 enfants sont impliqués dans le commerce, mon conjoint aussi. Puis, on était cette année finalistes dans les 3 derniers finalistes d'Aliments du Québec au menu. Puis, c'est ça. Cette semaine, on a remporté un prix aussi à Fourchette Bleue pour la mise en valeur des produits marins. Puis, je vous ai présenté justement, vous avez des petites boîtes devant vous. On va maintenant passer à la dégustation. Je vous ai fait un petit résumé des bouchées que vous avez devant vous. Donc, la première, c'est celle qui a un champignon sur le dessus, pas la petite verrine. C'est le petit feuilleté qui est dans un petit papier. Donc, c'est un aspic de salade de pommes de terre avec un petit piment habanada. Vous avez à l'intérieur l'huile de truffe, puis un petit champignon, une chanterelle. En fait, c'est une chanterelle marinée que vous avez sur le dessus. Est-ce que tantôt, vous avez goûté l'huile à saveur de truffe des Appalaches? Est-ce qu'à l'intérieur, vous percevez l'arôme? C'est important, pour moi, c'est important c'est quand même un goût qui est subtil, c'est raffiné, c'est tout en délicatesse. Le petit côté, tantôt, j'ai entendu quelqu'un qui mentionnait qu'il y avait un goût d'ail. Moi, c'était la première fois, lorsque les filles sont venues me présenter leurs produits, c'était vraiment les notes que j'ai perçues le plus. Puis automatiquement, moi, j'ai fait un lien avec, c'était comme l'ail qui accompagne les escargots. Puis c'est à partir de cette idée-là que j'ai conçu la deuxième bouchée qui est dans la petite verrine. Vous avez une petite fourchette en bois là, pour déguster la seconde bouchée. L'huile de truffe, ça se marie très bien avec les pommes de terre, les œufs. C'est un peu comme, dans le fond, la majorité des produits de la truffe. Pommes de terre, œufs, puis c'est quand même des arômes qui sont délicates. Là, on s'entend les œufs, les pommes de terre, c'est pas trop relevé pour justement laisser toute la place. C'est important lorsque vous l'utilisez. Puis au niveau des observations que j'ai faites là, par toutes les recettes que j'ai élaborées avec la truffe, ce que j'ai remarqué, c'était au niveau de la cuisson, c'est préférable de s'abstenir de la transformer de cette façon-là. C'est vraiment une huile de finition que vous utilisez à la dernière minute, une petite touche, un filet, puis ça va rehausser n'importe quel plat. Dans le fond, l'idée, comme traiteur, c'est la base. Tu sais, une salade de patates. Tu sais, ça fait partie de tous les plats traditionnels de traiteur. On s'entend que ce n'est pas de la gastronomie, mais juste en y ajoutant une huile de truffe, on peut rendre la petite salade de pommes de terre qui est bien régulière, mais la transformer en quelque chose qui est plus gastronomique, juste avec cet ajout-là. Puis la deuxième bouchée, c'est une salade rémoulade qui est au céleri rave. À l'intérieur, pour les gens, tantôt, on a mentionné qu'il y avait une allergie. Donc, le buxin, qui se trouve être notre escargot du Québec, là, c'est vraiment un goût qui va très bien avec les fruits de mer. Vous avez sur le dessus des petits boutons de marguerite qu'on fait. On fait beaucoup de marinades de produits forestiers au presbytère. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Est-ce que dans les deux bouchées, ceux qui préfèrent la salade de pommes de terre à main levée? Oui? Pas capable de choisir? Donc, je suis heureuse au niveau. Est-ce que vous avez Monsieur le Dans le fond, les buxins, tu sais, souvent, on va penser ail. Quand je vous disais, lorsque Sophie, Maude m'ont présenté pour la première fois leur premier prototype, c'était ça, c'était le côté ail. Puis, je n'étais pas capable de me sortir de la tête des escargots à l'ail. Des escargots à l'ail, c'était ce que je pensais toujours. Mais les escargots, je suis moins fervente. Donc, moi, c'est vraiment les produits du Québec. Puis je me dis, on a tellement. Est-ce que, encore des questions, est-ce que certains d'entre vous avaient déjà mangé des buxins du Québec? Quand même.
Ceux-ci sont en saumure. Souvent, on était habitué à avoir les bucsins marinés dans du vinaigre. Il y a vraiment une différence. Ça vaut la peine de choisir des bucsins qui sont faits en saumure. Ils sont beaucoup plus moelleux. Il n'y a pas le petit côté caoutchouc, là. Donc, c'est vraiment des beaux produits. Puis, pour terminer, bien, on a une truffe de truffe. C'est une petite truffe au chocolat blanc. Puis, c'est enrobé de quinoa. Donc, c'est tout en simplicité, mais la truffe se prête très bien au sucré. Donc, c'est un petit peu compliqué de Saint-Stanislas à Montréal. Vous apportez de la crème glacée, mais on fait une crème glacée. Ça aurait été liquide, là, mais au niveau des desserts, des fois, ce n'est pas des associations qu'on pense, surtout que je vous parle depuis tantôt d'ail, mais il y a beaucoup d'arômes qui ont des belles similitudes pour agencer avec tout ce qui est sucré. Donc, des fraises, une petite compote de fruits avec juste que ce soit des fraises ou des bleuets, avec juste un petit filet d'huile pour terminer. Là, c'est un peu comme les vinaigres balsamiques. Des fois, on dit un vinaigre balsamique de qualité. On a le goût d'en manger avec des desserts. Là. Bien, je vous dirais que l'huile de truffe, c'est que ça vaudrait la peine que vous l'essayiez juste pour voir comment est-ce que ça peut être bon. Mais avec de la crème glacée, là, c'est... je pourrais utiliser le terme flabbergastant, là, mais c'est étonnamment délicieux. Donc, puis pour terminer, donc, je voulais moi, j'ai trouvé une façon, j'ai fait quand même plusieurs essais. Je vais juste l'enlever pour la caméra. J'ai fait plusieurs essais pour voir toute la façon de la mettre en valeur. Puis, une façon dont je l'utilise beaucoup, c'est en espuma. Puis, je me suis dit que ça pourrait peut-être être intéressant. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent avec des siphons à la maison? De plus en plus, c'est quand même pas tant, mais on a tendance à avoir peur de ces choses-là. Il faut quand même prendre certaines précautions parce que j'ai déjà eu une aventure, donc j'en profite pour vous le mentionner parce que ça peut arriver, là, des accidents. Assurez-vous seulement que votre siphon qu'on peut acheter maintenant, là, c'est environ 30 $. C'est plus accessible que ça l'était à l'époque. Mais moi, j'en avais un vieux qui avait presque une dizaine d'années. Puis, je continuais à l'utiliser. Puis, il a décidé par lui-même qu'il m'abandonnait. C'est juste que je l'ai reçu en plein visage. Puis, ça m'a quand même causé des lésions, là. Donc, l'important, c'est de s'en tenir à la quantité recommandée. C'est 2 tasses. Moi, j'ai fait un velouté qui est l'équivalent d'une béchamel, mais au lieu de mettre du lait, je la fais avec de l'eau. Donc, c'est des oignons rôtis, de la farine, du beurre, même chose qu'une béchamel. Vous pouvez mettre du lait si vous le désirez. Puis, ce qui est important, c'est de le passer finement, de le passer au robot, puis ensuite le passer dans un étamine ou un chinois vraiment fin, afin qu'il n'y ait aucun grumeau à l'intérieur. Puis, vous rajoutez de la crème. En vous gardant un espace, il faut que vous ayez un maximum de 2 tasses, mais il faut que vous gardiez 45 millilitres d'espace. Parce que 45 millilitres, c'est l'espace que ça prend pour ajouter l'huile de truffe. C'est le seul secret. Puis j'ai trouvé que c'est la façon qui maximise plus votre investissement. Parce que au niveau le côté volatile fait que lorsque c'est... Là, j'ai peur de faire un dégât, par exemple. Lorsque c'est propulsé avec la cartouche, on a vraiment... Juste faire attention. Je vais me concentrer, là. Il y en a qui ne sont pas capables de parler puis mâcher de la gomme. Moi, j'aime mieux me concentrer. Donc, j'ai oublié ma bouteille d'huile. Donc, comme je vous disais, c'est un maximum de 2 tasses que vous devez insérer dans votre siphon. Pour 2 tasses moins 45 ml, vous ajoutez 3 cuillères à soupe d'huile de truffe. Ça, c'est une préparation qui se garde vraiment longtemps, là. Je vous dirais, c'est 2 semaines, là, facile. Vous vous assurez que votre siphon est bien monté. Très important, c'est j'ai parlé au bon endroit, là. C'est d'avoir le joint d'étanchéité ici. Puis, comme je mentionnais tantôt, si vous avez un vieux siphon qui vous a été offert en cadeau, là, peut-être 10 ans, et que le couvercle est en plastique,
ça vaudrait peut-être la peine de faire un achat peut-être un plus récent, parce que si, avec la pression qu'il y a à l'intérieur, si le plastique est moindrement sec, je ne prendrais pas de chance parce que c'est vraiment dangereux. On est resté un petit peu tout le monde dans ma cuisine traumatisé de ça. Donc, vous mettez la cartouche qui est ici, que je ne vois pas. OK, cette cartouche-là dans le manche que vous venez visser ici. On entend un petit bruit. Il ne faut pas qu'il explose. Hein? Ah! Tiens, on l'enlève, la cartouche. J'ai plein de gaz à l'intérieur. Je remets c'est juste ça. Il y a plein de gens qui disent « Oh mon Dieu, un siphon, c'est dangereux. » Oui, ça peut exploser, là, mais juste s'il y a 7 ans et plus. On remue pour mélanger. Dans le fond, j'ai mentionné peut-être de la crème 35 % à fouetter, comme ça. Puis les arômes, le fait qu'il y ait un mélange avec le gaz, puis tout ça, là, ça fait vraiment quelque chose de très bien. Oups, bon. Ça fait très bien. J'avoue que je n'étais pas trop... Mais bon. Bon, c'est pour faire par exprès, là. Quand je suis chez nous, ça fonctionne. L'idée, il faut vraiment que vous mélangiez comme il faut. J'ai vu ma préparation. Normalement, j'aurais dû avoir un contenant où j'aurais déjà bien préparé mes choses. Je suis vraiment désolée pour l'incident. Mais c'est le fait avec l'injection du gaz, ça vous permet d'avoir une mousse qui est vraiment onctueuse, qui se tient beaucoup mieux que celle-ci, finalement. Mais, et voilà. Fait que moi, je vous suggère au moins de l'essayer, puis de plus qu'il reinde les siphons. Fait que finalement, quand on a un équipement qui est adéquat, qui est récent, c'est juste de verser le contenant, insérer le gaz, mélanger tout ça. Mais assurez-vous que votre préparation à base est bien mélangée si vous ne voulez pas avoir une mauvaise surprise comme celle-là. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci, Isabelle. Alors, je vais inviter Véronique, Sophie et Maude à monter sur scène. Et puis, si vous avez des questions, donc vous pouvez vous déplacer au milieu. Peut-être, Christian va mettre un micro sur pied. Attention au fil. Et puis, t'inquiète pas, Isabelle, c'est probablement le trac qui a fait que ta mousse n'a pas fonctionné. Alors, mettez-vous en avant de la scène pour qu'on vous voit bien. Cachez-vous pas. Vous pouvez même avancer un petit peu, je pense. Venez vous mettre ici, là. Voilà. Bon. Alors, en attendant que les gens se lèvent pour poser la question, peut-être, Véronique, tu pourrais nous donner un petit peu des compléments d'information sur l'histoire du chien puis du porc pour rechercher les truffes. Parfait. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui? Parfait. Donc, initialement, les truffiers cherchaient avec des porcs, mais un porc, bon, c'est grand, là, c'est pas comme dans les émissions, là, un petit porcelet, là, c'est un vrai gros porc. Puis, les porcs ne laissent pas leur place, ils veulent avoir la truffe. Donc, seulement les femelles en estrus qui vont chercher les truffes parce que les truffes ont une odeur d'hormone mâle de porc, donc ça les intéresse, ils vont la chercher. Mais si elle n'est pas en estrus, elle ne va pas le chercher. Puis si c'est un mâle, bien, il va le sentir quand même, mais ça ne l'intéresse pas, donc il ne va pas le chercher. Premièrement, il faut avoir un bon bassin de porc femelle pour toujours en avoir une en estrus pour pouvoir chercher notre truffe. Puis après ça, bien, ça arrivait souvent que les truffiers, quand ils voulaient reprendre la truffe, bien, la femelle, elle voulait la garder. Puis c'est comme j'ai dit, c'est gros, c'est musclé. Puis ça a beaucoup de détermination. Fait que ça arrivait souvent que les trufficulteurs, il leur manquait un doigt. Ça s'appelle la courbe d'apprentissage. Il n'en manquait pas 2. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on utilise des chiens. Ils ont besoin de dressage, mais ça prend, bon, c'est ça, 1 à 2 mois à dresser. Puis, ils sont bien contents de nous donner la truffe en échange des câlins ou une croquette ou un petit morceau de saucisse, peu importe. Voilà. Peux-tu nous expliquer aussi qu'est-ce qui fait tant la différence de saveur ou d'odeur entre les différentes espèces de truffes?
Et là, moi, je ne suis pas en chimie. J'aurais bien aimé pouvoir vous expliquer ça. Ils ont toutes des molécules différentes. Et il y a des gens, il y a David Fortier à l'Université Laval qui a étudié ça. Comment ça s'appelle? Oui, chromatographie, mais c'est le organoleptique, c'est ça, les propriétés organoleptiques. Il y a d'autres gens qui étudient ça, là, que c'est pas moi, mais ils ont toutes des propriétés différentes à cause de leur chimie différente, là, dans le fond. Alors, on va passer à la première question, monsieur. Merci beaucoup pour votre présentation. C'était vraiment agréable de savoir qu'on a des truffes au Québec, puis on a déjà un plan pour aller chercher nos truffes chez nous. Donc, un chien, des arbres et bien de la volonté. Mais vous avez dit tantôt qu'il y en avait peut-être qui étaient toxiques. Bon. Fait que juste être certain qu'on choisit les bonnes. Bon, il y a deux choses. Premièrement, quand vous allez commencer, vous allez peut-être mélanger les primordiaux, les bébés champignons, avec les champignons souterrains, avec les truffes. Donc, on peut avoir une amanite mortelle qui est en train de pousser. C'est un bébé champignon, ça ressemble à un œuf, puis elle est mortelle. Puis pour l'instant, dans notre processus d'apprentissage, on ne sait pas que ce n'est pas un champignon souterrain. Fait que première chose dangereuse. Après ça, parmi les champignons souterrains, il y en a qui sont comestibles, il y en a qui ne le sont pas. Et parmi les truffes, pour l'instant, on ne connaît pas de truffes toxiques pour l'instant. Mais je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui connaissent les Darwin Awards. On ne veut pas être la première personne qui meurt en découvrant la première truffe toxique. Donc, idéalement, on s'en tient aux truffes connues, identifiées. Et c'est pour ça qu'on vous aide à les identifier. Quand vous allez en trouver, vous allez pouvoir le couper en deux, nous envoyer une photo de l'intérieur et de l'extérieur, donc de chaque moitié. On va premièrement pouvoir vous aider à savoir si c'est une truffe. Après ça, bien, éventuellement, on va probablement pouvoir faire un test d'ADN. Maintenant, Truffe Québec fait les tests d'ADN. Oui, mais dans le fond, chez Truffe Québec, en collaboration avec toute l'expertise de Véronique, puis l'équipe de l'UQTR aussi, le laboratoire du professeur Hugo Germain. Donc, les gens, quand ils découvrent des truffes, ils peuvent nous contacter. Et puis, on fait quelques démarches un petit peu pour connaître dans quel contexte écologique ils ont trouvé cette truffe-là. On leur donne des conseils sur comment la conserver et bien souvent, on va aller la chercher ou on va aller l'acheminer au laboratoire pour faire une caractérisation génétique. Fait que nous, même si demain matin, quelqu'un trouve des truffes des Appalaches en forêt, avant de la consommer, avant de la transformer ou quoi que ce soit, ou avant de l'utiliser pour fabriquer nos arbres, parce que ça prend beaucoup de truffes pour fabriquer des nouveaux arbres truffiers. On fait toutes des caractérisations génétiques avec le laboratoire de l'UQTR à cet effet-là. Okay. Puis si vous en trouvez des truffes, vous nous le dites, on va vous les acheter. OK, c'est bon. On est les premiers acheteurs, là. Okay. Comme j'expliquais, pousse toujours au même endroit parce que le champignon, lui, est souterrain, il reste là. Fait que quand vous allez savoir à l'endroit qu'il y a telle espèce bien identifiée, après ça, on va pouvoir vous donner quelques critères pour vous assurer par acquis de conscience que c'est tout le temps la même, mais vous allez pouvoir retourner puis là, à chaque année, prendre vos truffes à cet endroit-là. Excellent. Ouais. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Oui, bonne chance. Vous pouvez y aller, madame. Merci à mon tour de vous remercier. Approchez-vous du micro pour qu'on vous entende bien. Oui, à mon tour de vous remercier pour la belle conférence. Moi, ma question est plus de l'ordre de quand on est sur le terrain avec nos petites griffes à trois doigts. Comment ne pas abîmer les racines de l'arbre? Bien, en étant délicat, c'est quelque chose qui n'est pas automatisé, c'est vraiment à la main. Donc, quand on va tranquillement, qu'on regarde la terre, ça pourrait arriver qu'on brise une petite racine. Parce que les arbres, les racines de surface sont très importantes. C'est pour ça qu'il ne faut pas remettre de terre par-dessus un arbre. Les gens, des fois, qui veulent niveler leur terrain, là. Donc, je me dis, là, on ne rajoute rien, mais on creuse dans un endroit fragile de l'arbre. Bien, il y a ces grosses racines, l'arbre. C'est sûr qu'on ne brisera pas ces grosses racines. Après ça, il y a les petites qu'on ne devrait pas briser non plus. Puis il y a celles qui sont vraiment, vraiment minuscules, que là, sans faire exprès, même en étant délicat, ça pourrait peut-être arriver. Mais il n'y a pas d'impact mesuré sur les arbres, là. Même dans les trufficultures, là, les gens font ça à chaque année. Puis l'arbre continue à très bien aller. Okay. Oui, puis tu sais, c'est pas un chantier autour de l'arbre, là. C'est un travail quand même très méticuleux. On gratte délicatement, on tamise la terre. Puis à chaque fois qu'on a fait des expéditions, c'était toujours aussi très important de le remettre à son état le plus possible là, pour pas que ça ait l'air d'un champ de mine. Là. Fait que c'est quand même une expérience qui est très délicate, là.
Ouais, Donc, vous le faites délicatement, mais nous qui avons reçu votre mais vous allez briser information... vos truffes, fait qu'on vous Ouais, encourage pas à faire ça. Ça va tout briser les truffes. Puis ça peut nuire à, si vous en trouvez, ça peut même nuire éventuellement à la repousse des prochaines, OK. les années subséquentes. Merci Oui. beaucoup. Puis Alors, vous avez raison. Oui, puis la délicatesse est là pour l'arbre, mais là aussi pour les grenouilles, pour les insectes. Oui, oui. Fait que, tu sais, même vous n'allez pas avoir de plaisir là, si vous transpercez une grenouille bord en bord. Là. Fait que, tu sais, il faut vraiment être délicat du début à la fin. Là. Non, mais je m'inquiétais pour les racines de surface. On est loin de la grenouille, là. Merci. Avant de passer à la question prochaine, peut-être, Maude, pourrais-tu nous expliquer le réseau entre les producteurs et puis à qui est vendue la truffe, donc sans parler de l'huile, mais vraiment de la truffe? Oui, c'est une bonne question. Donc, à la base, nous, on fabrique les arbres truffiers, puis tous les producteurs qui souhaitent implanter des projets truffiers, on les accompagne là, de A à Z. Donc, on va visiter leur site, on fait des prélèvements de sol, on les aide à préparer le sol pour avoir des paramètres optimaux pour recevoir les arbres par la suite. On a bâti une rigide culture, on a des congrès, des formations. On veut vraiment bâtir une communauté qui le fait dans une perspective de truffes très faite de façon biologique. Les truffes européennes sont énormément Roundup là, pour tout éliminer la mauvaise herbe. Nous, on dit ça se peut qu'on ait peut-être un rendement moindre, mais vous savez, le champignon, ça l'absorbe tellement toutes les toxines puis tout son environnement. Donc, nous, on le fait vraiment dans une perspective clean. Là. Puis, dans la grande majorité des producteurs avec lesquels on a une entente, on a une entente aussi pour racheter leurs truffes dans quelques années. Et puis, c'est vraiment avec eux qu'on veut faire la mise en marché, la préparation, la commercialisation de tout ça. Et on a commencé à rencontrer les chefs qui ont vraiment un intérêt pour valoriser les truffes indigènes du Québec. On n'en a pas assez encore pour tout le monde. Parce que nous, dans notre truffière à Saint-Denis-de-Brompton, qui produit des truffes, toutes les truffes que l'on récolte servent à fabriquer nos arbres. Donc, on a beaucoup de demandes. On doit décevoir un petit peu des gens là, pour le moment, mais on prépare quand même la liste d'attente. On veut que les chefs commencent à jouer avec des petites quantités pour vraiment connaître tout ce qui les caractérise. Et puis, quand on parlait avec nos chefs, c'est très, très important la traçabilité. Donc, eux, ils ne veulent pas savoir c'est la truffe de Truffe Québec. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est une truffe qui a son réseau de traçabilité, elle a été faite par tel producteur, c'est quoi l'histoire de ce producteur-là, c'est quoi le terroir, c'était quoi son objectif. C'est vraiment ça qu'on souhaite mettre en lumière là, chez Truffe Québec pour le conditionnement. Puis, on fait le pari que d'ici quelques années, on veut vraiment suffire à la demande au Québec, mais tantôt, on sait qu'on va avoir c'est nous qui allons exporter nos truffes, ça c'est sûr. Quelques années, c'est 5, 10, 15, 20 ans? Bien, c'est ça. Avec 75 producteurs, là, puis 70 hectares en culture, on peut parler de 5 à 7 ans pour l'extérieur du Québec. On va commencer par chez nous en premier. Là. Hein? Bien, justement, je veux juste un peu sortir du territoire du Québec. Oui. Est-ce que, bien, vous avez parlé tantôt au début de votre présentation, vous avez parlé des endroits où vous les avez trouvés. Est-ce qu'il y a une plus grande chance de les trouver plus au nord ou est-ce que jusqu'où ça va au sud, puis à l'est, puis à l'ouest? Vous avez parlé des gens de Nouvelle-Écosse aussi. Est-ce que vous pouvez parler un peu du territoire? Est-ce que tout porterait à croire qu'il y en aurait autant en Ontario qu'au Québec, par exemple? Tu voulais que je réponde à ça? Oui. Bien, oui, en fait, il y en a vraiment partout, même dans tous les continents. La raison pourquoi je pense qu'on en a trouvé plus au Témiscamingue qu'ailleurs, eh bien, à part le fait qu'on était avec une équipe qui connaissait très bien son territoire, ce qui a beaucoup aidé, mais aussi, c'est que pour plusieurs espèces, il y a moins d'espèces au nord, mais il y en a plus de chaque espèce. Donc, ceux qui cueillent des champignons savent ça. Mettons qu'on veut des champignons morts. Au nord, il y en a au sud aussi. Au nord, il y en a une plus grande quantité, mais il y a moins de sortes de champignons. Fait qu'on voit la même chose avec les arbres. Il y a moins de sortes d'arbres, mais il y en a plus de chaque espèce. Donc, d'après moi, c'est pour ça qu'on a trouvé plus de truffes au nord. Mais il y en trouve dans tous les pays du monde. Il y en a même dans les déserts des sortes de truffes. Fait qu'il y en a vraiment partout, là, nord-est, sud,
Nord, sud, est, ouest. Puis, tu sais, Véronique, corrige-moi si je me trompe, mais la truffe des Appalaches, là, nous, on est très fiers parce qu'on en trouve ici au Québec, mais c'est sûr que les champignons n'ont pas de frontières là, en tant que tels. Fait que il y en a sur la côte est américaine aussi, il y en a même là, jusqu'au Brésil. Mais c'est pas une truffe, ça va être la truffe des Appalaches quand on va la caractériser génétiquement, mais elle ne va pas nécessairement avoir le même microbiote, le même microbiome, la même flore qui la compose, donc pas nécessairement le même arôme, la même couleur, la même saison de production. Donc, nous, on veut vraiment miser sur l'identité culinaire de notre truffe ici, de notre terroir. Parfait. Ouais. Si je peux me permettre, j'ai une sous-question. Vous avez parlé des arbres Oui. pour s'essayer. Pour une néophyte, est-ce que je double mes chances si j'ai 2 sortes d'arbres, un à côté de l'autre, comme un chêne puis un sapin, par exemple? Pourquoi pas? Vous allez l'avoir peut-être. Il y a des espèces de truffes qui sont spécifiques à certaines sortes d'arbres, puis il y en a qui sont moins spécifiques, qui peuvent s'associer avec plusieurs espèces. C'est sûr que si vous cherchez plusieurs espèces d'arbres différentes, vous allez augmenter vos chances, je suis convaincue. Puis éventuellement, ça fait comme un peu la pêche à la mouche. Là, quand on a notre mouche préférée, on prend tout le temps elle, mais vu qu'on la prend tout le temps, bien, elle marche tout le temps plus parce qu'on la prend tout le temps. Fait que moi, j'ai commencé à trouver des truffes avec des sapins. Je cherche tout le temps en premier que des sapins. Donc, j'en trouve toujours plus avec les sapins. Je pense que vous autres, c'est pas les sapins nécessairement. En culture, on va vraiment favoriser des projets biodiversifiés pour plein de raisons écologiques. Mais c'est aussi justement parce qu'on n'a pas encore toutes les réponses là, à nos questions par rapport aux spécificités des truffes avec tel arbre et tout. Mais on sait que la truffe des Appalaches, elle adore les conifères, elle aime beaucoup les noisetiers, elle pousse très bien sur le pin blanc, puis ça peut avoir un rapport... Puis elle aime bien le noisetier, comme le noisetier, puis même le chêne. Donc, on fait beaucoup de recherches. On est en train de monter des banques de données à cet effet-là pour avoir plus de réponses. Fait que, à travers le temps, mais c'est sûr que la biodiversité des projets truffiers est super importante. Là. J'ai pris note. Je vous remercie. Merci. C'était excellent comme présentation. Merci. Merci beaucoup. Madame? Est-ce que j'ai pu comprendre, Véronique, que certaines personnes ne goûtent pas les truffes? Bien, sûrement qu'il y en a qui ne goûtent pas les truffes là, comme personne qui a le COVID, mais sauf que ce que je voulais dire, c'est que il y a des personnes qui n'aiment pas la saveur. Bien là, c'est sûr que c'est plus facile à aimer avec l'huile des truffettes, mais mettons comme dans une classe avec des enfants, on lui fait goûter, puis à peu près moitié-moitié des gens, des jeunes qui adorent la truffe, puis il y a moitié qui n'aiment pas vraiment ça. Est-ce que ça serait comme le coriandre? Est-ce qu'il y aurait comme un gène que pour certaines personnes, ça goûte pas aussi bon, puis que pour certaines personnes, ça goûte très bon? Peut-être, mais ça me semble aussi tranché que la coriandre. Là. Je ne sais pas s'il y a des gens qui seraient associés. Il faudrait étudier ça. Monsieur? Merci. Je peux comprendre assez facilement qu'on puisse dresser des chiens pour trouver les truffes. Comment on fait pour élever des arbres pour qu'ils se mettent à cultiver des truffes? C'est vraiment un procédé technologique qui est quand même super intéressant, qui a été développé par notre associé Jérôme Quirion, il y a une quinzaine d'années, qui a fait des études avec le professeur André Fortin sur les arbres ectomycorhiziens et leur pouvoir symbiotique avec différentes choses. Puis il est tombé sur l'association symbiotique avec la truffe. Il est allé se faire former en Europe par rapport à ça. Puis il a vraiment développé une technologie qui permet de mycorhizer notre inoculant de truffe, parce qu'il faut fabriquer un inoculant à partir de truffe. Donc on a comme une petite recette secrète pour faire ça. En association avec la symbiose des racines de l'arbre qu'on va faire lorsque l'arbre va germer, on va faire une inoculation de cet arbre-là. Puis par la suite, on va faire des tests pour s'assurer que la symbiose elle a été faite. Et nous, c'est ça qu'on met sur le marché, des arbres qui sont mycorhizés à différentes sortes de truffes. Donc, on a 4 ou 5 sortes de truffes. Là. Donc, on a Tuber lyonnii, Tuber borchii, la truffe des Appalaches et puis la truffe fumée. Donc, oui. Wow! Ouais. Alors, on va prendre une dernière question. Oui, si on recule de quelques décennies, la personne qui était l'autorité dans le domaine des champignons, c'était M. René Pomerleau. Il avait écrit une encyclopédie sur le sujet et j'ai reconsulté ça avant la conférence. Là. Il dit que le tuber, le genre tuber, il nomme les espèces européennes, mais il dit que ce n'est pas représenté au Québec. Cependant, il précise qu'il y a des genres semblables. Et là, il n'en dit pas plus. Là. Et là, la question, est-ce que c'est une reclassification qu'il y a eu depuis les travaux de Pomerleau ou c'est des nouvelles découvertes? Qui a le mérite d'avoir trouvé que tuber, il y en a au Québec?
Je pense que la première, elle avait été trouvée en 1800. J'ai reçu l'information dernièrement. Et là, le nom de la personne, je ne l'ai pas retenu par cœur. Après ça, on a eu plusieurs personnes qui en ont trouvé. Entre autres, il y a eu Francesca Marditelli à Montréal. Il y a eu le Club des truffiers du Club des mycologues de Québec. Et puis... En Outaouais aussi. En Outaouais, il y a Michel Ashby qui en trouve beaucoup, exactement. Donc, il y a eu plusieurs... Depuis 1800, il y a eu plusieurs personnes qui l'ont trouvé. Au début, je pense que l'information a été... elle ne s'est pas rendue à René Pomerleau parce que lui, il a écrit son livre après. Puis, mais il y a vraiment des genres tubères, là, le genre tubère. On a aussi du leucangium, qui est d'autres truffes, mais on a le genre tubère est très représenté, puis c'est pas à cause d'une reclassification. Là. Ouais. Ouais. Puis on a quand même s'il y a plus de 200 sortes de truffes qui existent, il y en a quand même beaucoup qui n'ont pas d'intérêt culinaire ou gustatif. Il y en a même qui sont très répulsives. Donc, c'est celles qui sont très attractives. Mais là, à force d'en parler, les gens en découvrent des nouvelles aussi. On va juste répéter la question parce que les gens ne vous entendent pas. Donc, la question, c'est est-ce que la truffe des Appalaches a toujours été le genre tuber ou est-ce qu'elle a été reclassifiée par la suite? À ma connaissance, elle a toujours été le genre tuber. Et son nom latin, c'est Tuber canaliculatum ou truffe avénule. Alors, sur cette poésie, nous allons clore la soirée. Ah, il y avait peut-être... Ben, je vais peut-être vous proposer de venir discuter un petit peu à la fin. VIP en personne. Alors, vraiment, un grand merci à vous tous de vous être déplacés. Merci tout le monde. Merci à nos intervenantes. Bonne soirée, bon retour à la maison.